D'accord, donc nous sommes très heureux de recevoir les participants pour le programme de formation qui sera axé sur la gestion des projets axés sur les résultats avec focus sur le suivi, l'évaluation, la redevabilité et l'apprentissage. Et tout ceci sera optimisé par l'intelligence artificielle. Donc en introduction, on a trouvé que c'était quand même important de rappeler de façon brève pendant cette première séance le contexte particulier dans lequel les différents projets et programmes sont mis en œuvre dans la région de l'Afrique subsaharienne. Pour ceux qui ont reçu les thèmes de référence de cette formation, l'illustration qui est à l'écran résume tout ce qui a été prévu et tout ce qui a été développé dans ces thèmes de référence. C'est vrai que beaucoup de ceux qui s'inscrivent pour nos programmes de formation d'entame sont très préoccupés par les modules en lien avec le suivi, l'évaluation, la redevabilité, l'apprentissage. Mais vous voyez qu'avant de rentrer de plein pied dans le mille ou bien dans le SERA, c'est très important d'avoir une certaine base en appréciation initiale et également en planification. Ce que nous avons à l'écran, c'est le cycle de vie d'un projet. Donc, de prime abord, c'est important de prendre le temps de s'arrêter pour faire ce qu'on appelle un diagnostic. Essayer de faire l'appréciation initiale. Le problème, est-ce qu'il existe réellement? Qui sont touchés, qui sont affectés par ce problème-là? Et les éléments de diagnostic là, de cette appréciation initiale nous servira donc de base pour réaliser ce qu'on appelle la planification. Et quand nous disons planification, à l'intérieur, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord le cadre logique. Toute bonne planification doit accoucher d'un cadre logique. Et je pense que dans la première semaine de cette formation, vous allez beaucoup plus vous attarder là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un cadre logique? Comment est-ce que l'objectif général doit être formulé? Comment est-ce que les objectifs spécifiques doivent être formulés? Parce que dans la pratique, on voit qu'il y a beaucoup de confusion, beaucoup de limites dans la formulation des activités, des objectifs, des indicateurs. Et je pense que ici, on va prendre le temps de bien clarifier les choses. Et quand nous parlons de planification, ce n'est pas seulement les activités, ce n'est pas seulement les objectifs, mais il faudra aussi dire la manière dont le projet sera suivi, la manière dont l'intervention sera suivie. Le suivi ainsi que l'évaluation sont des choses qui doivent être planifiées. La planification ne doit pas se limiter aux activités. Et c'est également important de faire ce qu'on appelle le baseline ou l'étude de référence ou si vous voulez l'évaluation initiale avant de rentrer de plein pied dans la mise en œuvre des activités. Il vous faudra une cartographie, une image claire de la situation au départ. Sinon, ce sera difficile pour vous, à un certain moment ou bien en fin de projet, de dire que vous avez évolué ou bien que vous avez progressé. Si vous n'avez aucune idée de la situation de départ, si vous n'avez pas une image assez claire là, ce sera difficile. Donc, ce n'est que l'appréciation initiale et la planification qu'on parle de début du projet. Donc, nous allons mettre en œuvre. Mais pendant que le projet est mis en œuvre, il faut faire ce qu'on appelle un suivi. Ça, c'est un module à part qui sera développé. Il faudra aussi s'intéresser à l'évaluation. Il faudra tirer des leçons, des enseignements de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous réalisons. Et c'est ça. C'est pourquoi on dit que le projet est d'abord cyclique. Il y a toujours un point de départ. Il y a un point final et ça doit essayer de reprendre. Donc, le module qui introduit cette formation nous permettra de beaucoup plus nous attarder sur cet élément-là. Ça introduit plus ou moins l'appréciation initiale. Oui, il y a un doigt. Allez-y. Oui, merci, monsieur. Excusez-moi, vraiment, je viens de prendre le train en marche. Je suis monsieur Gatien du Congo-Brazzaville. Ok. J'aimerais savoir, lorsque vous parlez de l'appréciation initiale, est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi dans d'autres jargons analyse situationnelle? Oui, ça peut faire partie parce que quand nous serons dans le module, évaluation, vous allez voir que il y a plusieurs choses. Ça veut dire qu'avant le projet, avant que l'intervention ne démarre, il y a des choses à faire. Vous voyez, dans la situation au départ, là, il faudra que nous ayons une bonne compréhension, une bonne analyse avant de pouvoir rentrer de plein pied dans la planification.
D'accord. D'accord, merci beaucoup. Non, Merci. je vous en prie, nous sommes ensemble. Je pense que durant ces 5 semaines ou bien 6 semaines-là, nous allons essayer Mm. de mieux nous approprier les différentes notions et les différents concepts. Mm. Est-ce que les participants ont droit, après chaque cours, au cours, Oui, pour bien, leur permettre de ceux qui sont bien, peut-être empêchés de revoir le cours enregistré, peut-être s'il y a des interrogations, on peut poser les interrogations, ou est-ce qu'il y a des supports PDF aussi? bien sûr. Dès que moi je vais finir avec cette présentation, ce sera mis à votre disposition, ainsi que l'enregistrement. Peut-être nous allons mettre, comme c'est le module introductif, nous allons mettre ça sur notre chaîne YouTube pour que tout le monde puisse assez aisément rentrer en possession donc, de cela. D'accord. OK. Merci beaucoup. Donc je vous en prie. Donc tout ce que nous allons voir dans le cadre non seulement de ce module, de cette formation, peuvent s'appliquer à tous les types de projets. Quand nous considérons l'objectif ou le temps qui sera consacré à l'intervention, cela peut nous amener à définir plusieurs types de projets. Il y a ce qu'on appelle les projets d'urgence, il y a ce qu'on appelle les projets de résilience, de relèvement ou de réhabilitation, il y a ce qu'on appelle les projets de développement, il y a également la notion de crise prolongée et également les projets humanitaires. Alors, j'ai bien envie de donner la parole à 2 ou 3 personnes qui peuvent me dire ce qu'ils comprennent par soit projet d'urgence ou bien un projet de développement ou bien une crise prolongée ou bien un projet humanitaire. À tout hasard, vous choisissez un des éléments et vous partagez avec nous votre compréhension de cela. Est-ce que je peux recevoir 2 ou 3 réactions avant de poursuivre? Oui, moi, je peux me lancer pour le premier Oui, allez-y. projet. Oui, Alors, déjà, quand on emploie projet d'urgence, à ma compréhension, c'est quelque chose qui n'était pas, par exemple, planifié, qui n'était pas prévu, mais c'est un événement qui survient, et donc on est un événement, par exemple, de cas de force majeure qui survient, par exemple, une crise sanitaire, une crise politique, une crise humanitaire de tout genre, et quand ça arrive, vu l'urgence, vu l'importance, j'allais dire, on est obligé de parer au plus précis. Donc voilà, c'est un événement ou un problème irrésistible. Donc on est obligé de ne plus fonctionner comme en routine, mais de trouver des mécanismes pour apporter une solution de façon rapide. Voilà un peu ce que je comprends. Je ne sais pas si j'ai touché vos attentes. Merci. d'accord. Merci à Monsieur Malanda. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut réagir? Je veux 2 réactions avant de poursuivre, si c'est possible. Oui, qui a bien envie de prendre la parole? Ah, j'aimerais que ça soit des échanges, hein. Oui, qui veut s'essayer? Allez-y. Ok, il y a des mains levées, je vais voir rapidement. Oui, il y a Sylvestre qui a la main levée. Oui, Sylvestre, allez-y. Alors, merci. Je pense je vais intervenir sur un peu les projets de résilience ou de Ok, réhabilitation. ok, projet de Ils peuvent, résilience ou s'a- de réhabilitation, oui, oui. ils peuvent s'affaire dans des zones touchées un peu par des crises climatiques qui ont peut-être des impacts sur des conflits ou des problèmes de cohabitation. Vous voyez, on a un peu la zone du nord, la Côte d'Ivoire actuellement, avec le changement climatique et surtout la crise du Sahel. Des populations nouvelles y immigrent plutôt. Et cette interaction avec les animaux, surtout, ça crée encore des conflits. Donc, comment on fait à mettre ces populations à résister et à développer des mécanismes de résistance de cohabitation pour aussi concevoir ensemble, vivre ensemble, le développement. Voilà comment je peux le concevoir. Merci. D'accord. Merci à Sylvestre et Malamba. Merci pour vos réactions. Alors déjà rapidement, hein, je pense que par la suite, ça sera mieux développé. Mais ce que je peux dire de façon brève, quand on parle de projet d'urgence, il s'agit d'un projet
d'une intervention qui vient répondre à un besoin urgent, comme son nom l'indique. Un projet d'urgence, habituellement, c'est une intervention qui peut durer quelques mois. Ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois. Je vais prendre un exemple banal. Vous voyez le contexte dans lequel les pays du Sahel ou bien la Côte d'Ivoire dont vous parlez se retrouvent là. Si on dit qu'il y a une inondation, ou bien s'il y a un déplacement massif de personnes d'une localité vers une autre, d'accord? Vous voyez qu'il faudra que dans l'urgence là, nous puissions initier une action pour pouvoir répondre à des besoins. Et ces besoins, ça peut être quoi? Ça peut être l'eau. Ces besoins, ça peut être un abri. Ces besoins, ça peut être les articles ménagers essentiels. Ces besoins, ça peut être les vivres. Donc, ces derniers ont besoin d'une protection. Ils ont besoin d'actions urgentes. Et normalement, cela ne doit pas durer beaucoup de temps. C'est 3 mois ou c'est 6 mois, habituellement. C'est ça le projet d'urgence. Par contre, le projet de relèvement, de réhabilitation ou de résilience vient à la suite du projet d'urgence. Ce qui est urgent, vous avez essayé de gérer ça. Mais si il y a eu inondation, d'accord, vous allez forcément peut-être aider les gens à aller s'installer sur un nouveau site. Ou bien les gens ont quitté leur localité du fait de l'insécurité. S'il y a la sécurité, vous allez maintenant les aider à aller se réinstaller dans leur village. Donc le projet de relèvement, voici un peu ce qu'il poursuit comme besoin à satisfaire et ça vient à la suite. Le projet de relèvement peut durer ou bien dure plus longtemps que l'urgence. Ça peut aller jusqu'à 1 année. Par contre, quand nous parlons de projet de développement, ici ce sont les besoins de base que nous voulons satisfaire. D'accord? Et c'est des projets qui durent un peu plus longtemps. Dans le développement, retenez le mot impact que nous recherchons ici. Donc, c'est des interventions qui peuvent durer 3 ans, qui peuvent durer 4 ans, qui peuvent durer 5 ans, ou bien qui peuvent durer bien au-delà. Je prends un exemple. Si vous trouvez qu'il y a beaucoup trop de jeunes déscolarisés dans une localité donnée, et que vous voulez aider ces derniers à s'installer et se positionner sur le marché de l'emploi, vous pouvez leur proposer des formations professionnelles. D'accord? Et ces formations professionnelles peuvent occuper ces jeunes pendant 1 année, pendant 2 ans. Après la formation, vous allez les aider à avoir un local. Vous allez les préparer pour aller à la conquête du marché. Donc, une telle intervention peut pas se faire en 1 mois, en 2 mois ou en 3 mois. Vous voyez, il faut beaucoup plus de temps. Si vous voulez résoudre le problème de santé d'une localité, il faudra peut-être construire des formations sanitaires, il faudra recruter du personnel qualifié, il faudra équiper ces centres-là et ça peut demander du temps. Donc c'est ça le projet de développement. Ça dure un peu plus longtemps. Il y a également la notion de crise prolongée. Mais avant qu'on ne parle de crise prolongée, c'est quand l'urgence dure trop dans le temps. Habituellement, avant de parler de crise prolongée, ce sont les Nations Unies. Il y a certains pays, je prends l'exemple du Congo, je peux prendre l'exemple du Burkina, du Mali ou du Niger, qui sont dans une situation où il y a des besoins pressants, il y a des besoins urgents qu'on tente de satisfaire depuis plusieurs années. Donc normalement, après 5 ans, si les organisations, les institutions, ils s'impliquent dans la résolution de ces besoins-là et que la situation perdure, alors il faudra considérer ces situations-là comme étant des situations de crise prolongée. Et quand nous parlons de crise prolongée, en ce moment, il y a à la fois l'urgence, il y a à la fois la résilience, il y a à la fois le développement. Donc, il faut tout cet ensemble-là. Et pour finir, le projet humanitaire, c'est là-bas où on a souvent un peu de difficultés pour s'accorder, parce que pour certains, tous les projets d'urgence sont considérés comme des projets humanitaires, mais d'autres vous diront que tout projet ou toute intervention qui met l'homme au centre peut être considéré comme un projet humanitaire. C'est-à-dire pour d'autres, que ce soit l'urgence, le relèvement, la résilience, le développement, tout ça c'est l'humanitaire. Et c'est pourquoi vous allez voir, il y a certaines organisations qui se disent humanitaires, mais qui s'intéressent à la fois à l'urgence, qui s'intéressent à la fois à la résilience, qui s'intéressent à la fois au développement, c'est-à-dire qui s'intéressent au tout.
Donc, la plupart des outils que nous allons développer dans le cadre de cette formation peuvent s'appliquer aux différents types, même s'il y a certaines spécificités. Même dans l'urgence, là, il faut planifier. Là-bas, il y a souvent des plans que nous mettons, des plans de repose, comme on aime l'appeler, qu'on dépose quelque part, et dès que la situation survient, on essaie de réchauffer, on essaie de réadapter cela pour pouvoir donc, avant de passer donc à la mise en œuvre. Alors, je voudrais m'attarder sur le concept de développement. Je ne suis pas économiste, hein. J'ai la chance d'avoir plusieurs économistes qui ont rejoint donc cette formation, mais il faut reconnaître que le développement, c'est un concept qui est complexe. C'est un concept qui est multisectoriel et il faut voir les choses de façon intégrée. Quand on parle de projet de développement, c'est un projet, une intervention qui peut s'intéresser à la santé, qui peut s'intéresser à l'éducation, qui peut s'intéresser à l'économie, à la lutte contre la pauvreté. Également, les questions de genre, les questions de population sont prises en compte. Le WASH intervient. Et vous verrez que quand vous prenez le référentiel de la plupart de nos pays, au Burkina, on vient de lancer la relance qui couvre la période de 2026 à 2030. Vous verrez que l'une des priorités ou bien les premiers objectifs stratégiques sont axés sur la gouvernance et la sécurité. Pour dire que tant qu'il n'y a pas la sécurité, tant qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, on ne peut pas parler de développement. Parce que tous les efforts, toutes les peines que vous allez vous donner ne pourront pas vous permettre, et quand ces deux éléments sont absents, de pouvoir satisfaire ou bien combler, comme vous l'aurez souhaité les besoins et les attentes dans les domaines qui sont ici. Donc, on ne peut pas, quand nous parlons de développement, on ne peut pas se cantonner uniquement sur la santé et l'éducation. Non. Le développement, c'est vraiment un ensemble. Il faut attaquer le tout. C'est pourquoi les organisations essaient donc de se compléter. Même s'il y en a qui se mettent sur les questions de santé, un autre se met sur les questions d'éducation, d'autres se mettent sur les questions de gouvernance, d'autres se mettent sur les questions de WASH, d'autres se mettent sur les questions de population. Et tout cela mis ensemble nous permet d'aller de l'avant. Et c'est pourquoi habituellement quand on dit qu'un pays est en voie de développement ou un pays est sous-développé, bon, le terme sous-développé est en train d'être abandonné au profit du concept pays en voie de développement, vous comprenez aisément que ce sont des communautés dans lesquelles les besoins, une bonne frange de la population n'a pas encore trouvé satisfaction pour ce qu'on peut considérer comme un droit, c'est-à-dire la santé, l'éducation et les besoins que j'ai eu à citer ici. Je ne sais pas si vous retrouvez un peu dans ce concept-là. Parce que dans la suite de cette formation, nous allons beaucoup développer cela et vous comprenez pourquoi la plupart des interventions ont une certaine priorité pour des domaines, les secteurs qui sont la santé, qui sont l'éducation. Alors, il y a toujours d'autres concepts, il y en a beaucoup que je vais tenter toujours de survoler. Je rappelle, ici nous sommes sur notre module introductif et en tant qu'acteur du développement, en tant qu'acteur du changement, il faudra que vous soyez à l'aise avec un certain nombre de concepts que nous allons tenter de définir de façon très rapide. Nous parlons de plus en plus de développement durable. On ne parle plus de développement de façon isolée. Et le développement durable, comment est-ce que nous pouvons définir cela? Le développement, c'est d'abord le concept qui nous permet, c'est un processus qui nous permet de satisfaire les besoins de base d'une communauté. D'accord? Quand nous parlons de besoins de base, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la sécurité, c'est la bonne gouvernance, c'est l'eau, c'est l'hygiène et l'assainissement. Le développement tout court renvoie à cela. Satisfaire ses besoins de base. Maintenant, quand nous parlons de développement durable, à quoi cela renvoie? Nous devons chercher à satisfaire ces besoins de base-là sans pour autant compromettre les chances des générations futures de pouvoir faire quoi? Satisfaire à ses besoins. Vous voyez, il y a certains pays qui sont en train de connaître un boom minier. Mais cela n'est pas sans incidence sur l'environnement, cela n'est pas sans incidence sur la société. Maintenant, quand
comment je vais le dire, quand nous faisons de la priorité le développement de la production minière, sans pour autant prendre en compte l'impact que cela peut avoir sur les générations futures, l'impact que cela peut avoir sur la société, on dira que nous ne sommes plus dans un concept de développement durable. Alors, à côté, il y a les objectifs de développement durable qu'on appelle communément les ODD, qui sont venus à la suite des objectifs du millénaire pour le développement, qui sont un ensemble de 17 objectifs que nous allons parcourir rapidement dans le cadre de cette formation, qui ont débuté en 2015, dont l'échéance arrive à terme en 2030. Et est-ce que nous sommes en train de pouvoir atteindre les ODD? Nous allons répondre dans la suite de cette séance. À côté, nous avons le concept de développement humain, ici qui met l'accent sur les besoins fondamentaux qui sont l'éducation, qui sont la santé et qui sont la création de richesses. Et il y a bien sûr l'indice de développement humain qui nous permet donc d'apprécier les progrès que les différents pays, les États sont en train de faire dans l'atteinte dans la satisfaction de ces besoins de développement. Il y a des concepts que nous allons clarifier également, le concept de transition démographique et de dividendes démographiques qui sont très importants pour notre région. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le développement durable, c'est ce concept qui nous permet, ou bien qui englobe la satisfaction des besoins des générations futures sans une compromission de la capacité des générations, du moins des générations présentes, sans une compromission des opportunités, mais des chances que nous offrons aux générations futures de pouvoir donc répondre à leurs besoins. Et quand nous parlons de développement durable, les aspects sociaux, environnementaux, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme, doivent être pris en compte. Donc, quand nous parlons des piliers du développement durable, il y en a essentiellement trois. C'est d'abord l'économie, donc la création des richesses. Ces richesses que nous créons, nous devons les utiliser pour satisfaire les besoins de base. Et quand nous parlons de besoins, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a l'emploi, il y a l'équité intergénérationnelle, il y a l'habitat, il y a la prévention de l'exclusion, il y a l'égalité, tout cela. Mais nous devions veiller à préserver la diversité des espèces ainsi que les ressources naturelles et énergétiques qui sont à notre disposition. Donc voici les trois domaines, ou si vous voulez, les trois piliers du développement durable. Si vous mettez seulement l'accent sur l'économie, il y a un problème. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des pays qui ont des PIB qui sont très élevés, mais en même temps, comme il n'y a pas une bonne distribution de cette richesse-là, vous voyez que la société est toujours dans la misère. C'est le cas de plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne et vous verrez que souvent l'environnement est délaissé et abandonné. Récemment, on voit que le Niger vient d'attaquer l'Orano parce que l'intervention d'Orano au Niger a eu des impacts sur l'environnement et sur la société et cela donc n'a pas été géré comme il se devait. Donc les ODD, nous n'avons pas le temps de nous attarder là-dessus. Nous allons vous remettre de la documentation là-dessus. Mais c'est quand même important en tant qu'acteur de développement, acteur du changement, que vous ayez une maîtrise de ces 17 objectifs-là, ou à défaut, l'objectif ou les objectifs qui concernent votre domaine-là, vous devez vraiment vous les approprier. Parce que dans la planification, cela vous sera très utile. Et plus devant, quand on va vous demander de formuler les objectifs généraux ou bien un objectif global pour une intervention donnée, vous devez pouvoir faire le lien avec les ODD. Et quand vous prenez aussi le référentiel que la plupart de nos pays, de nos États utilisent, vous verrez que les ODD sont beaucoup cités là-dedans. Vous n'allez pas prendre un référentiel au niveau national sans que les ODD ne soient cités. Et ceux-là qui sont dans une dynamique de mobilisation des ressources financières, tant que vous n'arrivez pas à faire la preuve que votre intervention a un lien avec tel ou tel objectif de développement durable et que cela va contribuer à leur atteinte là, c'est pas sûr que vous puissiez voir certains partenaires techniques et financiers derrière vous. Donc les ODD, il y en a au total 17, elles viennent à la suite des objectifs du millénaire pour le développement. Et pour rappel, les objectifs du millénaire pour le développement, en abrégé OMD,
couvrait la période de 2000 à 2015. Il faut reconnaître que au départ, ces 8 objectifs du millénaire pour le développement, avec les 18 cibles là, prenaient essentiellement en compte les domaines dans lesquels les pays africains avaient beaucoup de chemin à parcourir. Et nous avons fait beaucoup de prouesses grâce aux objectifs du millénaire pour le développement qui couvraient la période de 2000 à 2015. Et par exemple, les pays comme le Niger ont dû réduire de moitié leur taux de mortalité grâce aux interventions qui sont rentrées dans le cadre des OMD. Et actuellement, vous voyez que la prévention l'incidence du moins de l'infection au VIH-Sida a été considérablement revue à la baisse. Vous voyez les maladies telles que la tuberculose, ou bien on va dire le paludisme, on a pu les contrôler grâce aux OMD. Et si les femmes arrivent à occuper une certaine place dans le système éducatif ou dans la société, c'est grâce aux OMD. Et comme ça a marché entre 2000 et 2015, on a été plus ambitieux avec les objectifs de développement durable. Donc nous sommes passés de 8 objectifs du millénaire pour le développement à 17 objectifs de développement durable. Et cette fois-ci, les ODD, ils prennent en compte toutes les menaces qui planent sur la planète. Et ici, les 5 continents se retrouvent, même si le chemin à parcourir n'est pas le même pour les différents pays quand nous nous mettons sur un objectif ou bien sur un autre objectif. Donc, il y a vraiment souvent des conflits entre les différents objectifs de développement durable, mais nous devions tout faire pour éviter que ces conflits-là ne surviennent et nous devons beaucoup plus travailler à obtenir une certaine synergie. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de l'économie, ou bien un des cas assez illustratifs que le Burkina a connu. Nous avons vu que la coopération du Burkina avec la Chine voudrait mettre en place dans la deuxième plus grande ville du Burkina un hôpital de référence. Et vous voyez qu'au départ, l'emplacement que la Chine avait choisi pour que l'hôpital de Pala soit érigé là, il y avait une forêt très dense, où il y avait des arbres de près de 1000 ans. Et vous voyez que l'objectif 3 de développement durable, qui s'intéresse au bien-être, si vous voulez, à la santé, si cet hôpital était construit, bien sûr que cela va contribuer à l'économie, mais nous dirons aussi au bien-être de la population, mais cela allait apporter un coup dur à l'environnement. Et la population, les acteurs de la société civile se sont levés et par la suite, on a été obligé de choisir un autre site pour accueillir cet hôpital-là. Cet hôpital qui a été récemment inauguré. Donc vous voyez, il faut éviter qu'il y ait un conflit. Il faut éviter qu'il y ait un conflit entre les deux. Il y a quelques exemples, illustrations qui sont ici. Je vais demander à un volontaire en ligne de lire et nous allons faire de petits commentaires sur les conflits ou bien les synergies qui peuvent survenir ou bien surgir entre deux objectifs de développement durable. Ok, j'ai un volontaire pour lire. Est-ce qu'il y a un volontaire? Bon, je vais y aller. Oui, allez-y. Le niveau 1 de synergie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, mais je vais lire. Oui, allez-y. ODD, synergie ou conflit. Oui. Premier niveau. La poursuite d'un objectif crée des conditions favorables à la réalisation d'un autre objectif. Par exemple, l'électrification de campagne permet la poursuite de l'objectif de l'éducation pour tous en permettant l'étude le soir. Il s'agit d'effets indirects. Oui, le niveau 2. Deuxième niveau, un instant. Oui. C'est l'effet de renforcement. La réalisation d'un objectif A
contribue à réaliser un objectif B. Il s'agit d'une contribution directe et nécessaire. Exemple, le développement des énergies non carbonées permet de réduire la pollution de l'air et contribuer à la santé des populations. Troisième niveau, un objectif ne peut être atteint sans la réalisation d'un autre niveau d'interdépendance le plus élevé. Par exemple, promouvoir l'égalité des sexes dans la participation à la vie publique va de pair avec l'éradication de toutes les formes de discrimination envers les femmes. Ok, vraiment très bien. Est-ce que vous voyez un peu, puisque l'intensité de la synergie, elle peut aller du niveau 1, du niveau 2 ou du niveau 3. Donc vous voyez par exemple, en soutenant l'électrification rurale là, nous sommes en train de créer de meilleures conditions pour permettre aux élèves là de pouvoir étudier jusqu'à certaines heures tardives. Et forcément cela va améliorer leur rendement. Cela peut les retenir plus longtemps donc, dans le système éducatif. Et n'oubliez pas que le fait également d'amener l'électrification dans une zone, cela peut favoriser, cela peut faire du bien à l'économie locale. Parce qu'il y a certaines activités qu'on ne pouvait pas mener, mais parce que nous avons travaillé à électrifier la zone là, il y a d'autres activités, il y a des industries, il y a d'autres types de commerces qui peuvent s'installer dans cette localité-là. Et c'est ce qui est très bien. En travaillant également au développement des énergies non carbonées, forcément, vous voyez que nous sommes en train de contribuer à la réduction de la pollution de l'environnement, mais cela contribue également à la santé des populations. Parce que nous savons qu'il y a des vieilles aujourd'hui, elles ont des poumons qui sont complètement fatigués parce qu'elles ont passé beaucoup plus de temps à utiliser du bois, à humer certaines fumées, et cela a affecté leur santé. Cela réduit l'espérance de plusieurs. Et en troisième niveau, on parle de la promotion de l'égalité des sexes. Cela passe dans la participation à la vie active. On dit que cela va de pair à l'éradication de toutes les formes de discrimination envers les femmes. C'est important. Alors, nous avons abordé les synergies possibles. Il y a également les conflits. Donc, de la même manière, la réalisation de deux objectifs peut créer des tensions. On a pris l'exemple des ressources halieutiques. Vous voyez que ces activités peuvent amener des ménages, mais des individus à améliorer leurs revenus. Mais cela peut également porter un coût à l'environnement. On dit que deux objectifs peuvent entrer en conflit. Par exemple, l'accès à une alimentation suffisante et de qualité peut contrecarrer l'objectif de limitation des prélèvements en eau et les ressources halieutiques. C'est comme si vous voulez aussi améliorer votre rendement agricole. Cela va vous obliger à utiliser quoi? Des pesticides. Bon, certes, vous améliorez votre rendement, mais indirectement, vous portez un coût à l'environnement. Donc, vous devez tout faire. C'est pourquoi aujourd'hui, on dit, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les rendements sans pour autant porter un coût à l'environnement? C'est ça. On parle de l'économie verte. Donc, il faut toujours avoir l'idée. C'est pourquoi, même si moi je suis dans le domaine de l'éducation, c'est l'objectif 4 qui me concerne. Mais est-ce que les actions que je propose en lien avec l'objectif 4 là constituent une synergie ou bien facilitent la réalisation des autres objectifs, ou bien ça rentre en conflit? S'il y a un conflit, je dois trouver d'autres mesures, d'autres alternatives, d'autres stratégies. Alors, les objectifs, il y en a 17, hein. Nous n'avons pas le temps de rentrer, de rentrer là-dedans. Peut-être pas là. On va vous remettre de la documentation sur les ODD. Nous trouvons que c'est vraiment capital que vous puissiez vous les approprier. Donc, l'objectif 1, ça s'intéresse à la réduction de la pauvreté. Et vous voyez que la plupart de nos pays sont concernés parce que au moins un tiers de nos populations vivent toujours en dessus du seuil de pauvreté, dont la définition peut varier d'une localité à une autre, parce qu'un pauvre à Dakar et puis un pauvre à Abidjan et un pauvre au Burkina ou bien à Ouaga, ce n'est pas la même chose.
Ça veut dire que le minimum qu'il faut pour pouvoir survivre en France, le minimum qu'il faut est différent du minimum qu'il faut pour vivre au Sénégal, est différent du minimum qu'il faut pour vivre au Burkina. Donc le seuil varie. Donc tout est, quand une communauté ou bien un individu n'arrive pas à avoir ce minimum, on dira qu'il est pauvre. Donc c'est les économies qui définissent mieux la chose. Vous voyez l'objectif 1, l'objectif de développement durable numéro 1, ça s'intéresse à la pauvreté. L'objectif 2 s'intéresse à la sécurité alimentaire. L'objectif 3 s'intéresse à la bonne santé et au bien-être. L'objectif 4 qui n'est pas visible ici s'intéresse à l'éducation. L'objectif 5 s'intéresse aux questions d'égalité entre les sexes. L'objectif 6 s'intéresse au wash. Vous voyez, l'objectif 7 s'intéresse aux énergies propres à un coût abordable. Mais habituellement, on va dire l'urgence pour notre région, là, ce sont les 6 objectifs qui sont en premier. Et quand vous prenez chacun de ces objectifs-là, à l'intérieur, il y a des cibles. Donc, toutes les interventions que nous proposons, nous devons être en mesure de pouvoir faire le lien avec les ODD. Donc, les pays du Nord, eux, ils sont beaucoup plus préoccupés par les autres objectifs. Alors que pour nous, la priorité, ce sont les objectifs 1, les objectifs 2, les objectifs 3, les objectifs 4, les objectifs 5 et le 6. Et ceux qui suivent la qualité, vous voyez par exemple, on dit que le Burkina consacre près de 11% de son budget. Je pense que c'est près de 11% du budget à l'éducation, qui est l'objectif 4, et près de 19% du budget du Burkina est consacré à la santé. Et les autres secteurs, ce n'est pas du tout moindre, alors qu'ailleurs, la répartition peut être vraiment tout autre. Allô, j'espère que vous arrivez à me suivre. Hein? Oui, nous suivons. Ok, d'accord. Donc, merci de me rassurer. Alors, autre élément qu'il est important de considérer pour la région de l'Afrique subsaharienne, c'est sa croissance démographique. D'accord? C'est très important. C'est vrai que depuis novembre 2022 ou 2023, la population mondiale a dépassé le cadre de 8 milliards. Actuellement, nous sommes autour de 8 milliards 300. Et l'une des régions du monde où le rythme de croissance de la population est le plus élevé, c'est bien sûr la région de l'Afrique subsaharienne. Bon, l'Afrique de façon générale. Et selon cette illustration que vous voyez, c'est quoi? On nous dit que chaque 4 minutes, il y a à peu près 1000 nouvelles naissances qui sont accueillies de par le monde. Alors, comment est-ce que ces 1000 naissances se répartissent? Plus de la moitié des nouvelles naissances surviennent sur le continent asiatique. Donc, vous voyez que sur les 1000, il y a 511. Ensuite, le continent africain vient en deuxième position avec 326, ce qui fait à peu près le tiers. Et les autres continents, quand vous prenez l'Europe, c'est autour de 52 naissances chaque 4 minutes. Mais si nous sommes un peu curieux, vous voyez que le Nigeria à lui seul, qui fait partie du continent africain, reçoit plus de nouvelles naissances que toute l'Europe. Je dirais l'Europe et l'Océanie réunis. Donc le Nigeria seul fait l'Europe et fait l'Océanie. Et quand vous faites l'Océanie plus l'Europe et l'Amérique, c'est à peu près la moitié du continent africain. Ça veut dire quoi? Le continent africain reçoit le double des naissances des 3 autres continents. Actuellement, nous disons qu'il y a un besoin, il y a un défi qui est là. Mais il faut que nous prenions conscience que chaque jour qui passe, chaque année qui passe là, ce besoin également ne fait que croître. D'accord? Ce besoin ne fait que croître. Et c'est pourquoi nous devions agir. Et nous devons travailler à obtenir des résultats assez tangibles. Surtout dans ce contexte où les ressources deviennent de plus en plus rares. Donc il faut noter que la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, en grande majorité, chaque 30 ans au maximum, doublent leur population. Le Burkina est actuellement autour de 23 ou bien de 24 millions.
nous sommes en 2026. Donc d'ici 2036, on s'attend à ce que la population du Burkina puisse être doublée. Parce que le taux de croissance de nos pays qui est autour, le taux de croissance naturelle hein, qui est autour de 2,5%, c'est ce qui double la taille de nos populations. Donc nous devions vraiment travailler à contrôler quelque part cela. Et c'est pourquoi je viens sur cette illustration qui aborde la transition démographique. Ici, regardez très bien, il y a combien de courbes? Il y a 1, 2, 3 et 4 courbes. D'accord? Il y a 4 courbes et cette illustration nous présente 3 phases. Il y a la phase de pré-transition, il y a la phase 1, il y a la phase 2 et il y a la phase de post-transition. Qu'est-ce que vous pouvez constater? Regardez très bien. Je vais demander votre attention ici. Vous voyez que quand un pays donné a ce qu'on appelle un taux de natalité et un taux de mortalité qui se confondent et qui sont assez élevés, on voit qu'il y a une sorte de stagnation au niveau donc de la population. C'est-à-dire il y a autant de naissances que de décès. Donc la taille de la population n'évolue pas beaucoup. Il faut reconnaître que tous les pays du monde sont passés par là. Mais actuellement, il n'y a plus aucun pays dans la phase de pré-transition. Tous les continents, tous les pays sont passés par là. Donc, mais quand nous venons dans la phase 1, où certains pays de l'Afrique subsaharienne se retrouvent toujours, d'autres sont en train de quitter, ici, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que quoi? Que le taux de natalité n'a pas tellement chuté, mais à la faveur des programmes, des politiques et des différentes interventions, on voit que le taux de mortalité a connu une baisse significative. D'accord? Dans presque tous les pays là, le taux de natalité a baissé de façon très significative. Maintenant, quand le taux de natalité chute, quand le taux du moins de mortalité chute, et nous observons toujours une certaine stagnation du taux de natalité, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous allez voir que le taux de croissance de la population, qui s'illustre par le vert ici, ça commence à grimper. Et quand un pays a un taux d'accroissement naturel qui grimpe, forcément, vous verrez que la population également va grimper. Parce que le taux de natalité, parce que le taux du moins de croissance de la population, c'est en réalité les naissances moins les décès divisés par la population de base. Est-ce que vous voyez? Donc, quand le numérateur grossit, c'est-à-dire, quand il y a beaucoup de naissances et peu de décès, nous avons un numérateur qui est important et le dénominateur qui est la population de base nous donne un taux de croissance naturelle qui est assez élevé et cela fait augmenter. Donc, cela fait augmenter la taille de la population totale. La plupart de nos pays se retrouvent dans cette tendance-là et il faut reconnaître, hein, la plupart ont des taux de mortalité qui ont considérablement chuté. Rares sont les pays de l'Afrique subsaharienne qui ont un taux de mortalité de plus de 10 pour 1000. La plupart de nos pays, nous sommes à 7 pour 1000, nous sommes à 8 pour 1000, nous sommes à 9000. C'est-à-dire pour 1000 naissances là, il faut compter environ moins de 10 décès. Donc ce qui fait que la population totale ça grimpe. Maintenant, il y a certains pays qui sont venus dans la phase 2. Donc dans cette phase 2, qu'est-ce que nous observons? Nous voyons que en plus du taux de mortalité qui chute là, il y a le taux de natalité qui chute. Donc quand le taux de natalité et le taux de mortalité chutent, forcément le taux de croissance de la population également chute. Et quand ce taux chute, nous nous retrouvons dans la situation de départ où il y a une stagnation de la population totale. Et la plupart des pays de l'Europe, de l'Amérique et certains pays de l'Asie se retrouvent dans cette phase de post-transition. Donc, ils ont une population qui est de plus en plus vieillissante. Quand vous prenez l'Allemagne par exemple,
ils ont un taux qui est négatif. D'autres pays ont un taux qui est nul. Il y en a qui sont autour de 0,2. Donc la population est beaucoup plus vieillissante. Pendant que d'autres sont en train de fermer des écoles, de fermer des centres de santé, parce qu'il n'y a plus d'enfants qui vont aller dans ces écoles. Il n'y a plus d'enfants qui seront beaucoup plus sollicités dans ces formations sanitaires. Ils sont en train de fermer. Mais la tendance est tout autre chez nous. J'aimerais quand même et vous aider à visualiser cela. Excusez, hein, je vais aller sur simulateur. Avant que nous observions notre simulateur population. Vous allez voir que la structure des populations varie. Quand nous prenons l'Afrique subsaharienne et puis les autres là, ce n'est pas la même dynamique. Je vais tenter rapidement. Simulation. Vous voyez que la population mondiale actuellement est autour de combien? Est autour de 8 milliards 300. Regardez bien à quoi ressemble la pyramide des âges du continent africain. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que le bas est assez large. D'accord? Et comme la plupart de nos pays, nous avons une espérance de vie qui est un peu faible, autour de la soixantaine pour la plupart, le haut est assez pointu. Regardez très bien, je vais prendre un autre continent. Je prends quel continent en premier? Je vais prendre l'Europe. Quand nous considérons l'Europe, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le bas est en train de se restreindre. C'est-à-dire, les moins de 5 ans, les moins de 15 ans, cette proportion ne fait que diminuer pendant que le milieu est assez large. D'accord? Si vous prenez la plupart de nos pays, il y a une réalité qui est là. Hein. Que ce soit le Bénin, le Niger, le Mali, le Cameroun, le Tchad, j'oublie de citer quel pays encore, la Côte d'Ivoire, environ 40 à 45, voire 50% de la population n'a pas encore 15 ans. L'écran n'est pas partagé. Oh là là, effectivement. Merci de m'interpeller. Ah, mon écran n'est pas partagé. Je vais partager une autre fenêtre de mon écran. Ok, l'écran, je suis ici. D'accord, merci de m'interpeller. Mon écran est partagé maintenant. Oui, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je disais? Regardez, ça c'est la structure de la population mondiale. D'accord? Et nous sommes autour de 8 milliards 300. Quand vous prenez le continent européen, qu'est-ce que nous parlons? Non, je vais d'abord montrer l'Afrique parce que regardez, quand vous considérez le continent africain, qu'est-ce que nous observons? Nous avons le bas qui est assez large. D'accord? Le bas qui est assez large. C'est pourquoi on dit que les pays de l'Afrique ont ce qu'on appelle les taux de dépendance les plus élevés. Comment est-ce qu'on calcule le taux de dépendance? C'est-à-dire quand on fait le ratio de ceux-là qui sont actifs et de ceux-là qui sont inactifs. Quand on parle d'inactifs là, c'est les moins de 15 ans et les plus de 65 ans. C'est ceux-là qui ne contribuent pas à la création de richesses entre griffes. Ben, on sait que dans notre contexte là, il y a beaucoup d'enfants qui travaillent. Il y a de plus de 65 ans qui sont également dans la consultance. Le taux de dépendance, c'est-à-dire on divise ceux qui travaillent là par ceux qui ne travaillent pas. Ceux qu'on considère comme étant à charge. Donc en Afrique, nous avons des taux de dépendance qui sont très élevés. Nous avons une population qui est estimée à peu près à 1 milliard 500, alors que dans les années 2000, je pense, dans les années 2001, est-ce qu'on avait déjà atteint le cap des 1 milliard? Mais notre population évolue à un rythme assez soutenu, les besoins ne font que croître. Mais quand nous considérons l'Europe, qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez que le bas est en train de se rétrécir. C'est pourquoi eux, ils nous parlent. Ils sont en train d'avoir des politiques en faveur d'une immigration choisie. Ils veulent nos compétences. Ils veulent nos jeunes pour pouvoir rajeunir leur population.
Parce qu'ici, vous voyez que le milieu est assez large. Quand vous prenez l'Asie, c'est presque la même illustration. Hein. Vous voyez que l'Asie, c'est assez large. Quand vous prenez l'Amérique également, nous observons plus ou moins... Bon, l'Amérique encore, ça va. Mais le bas, bon, ça se rétrécit, mais ce n'est pas au même rythme comme de l'autre côté. Donc, si nous restons en Afrique, on peut prendre certains pays. Hein. Je vais essayer. Il y a un pays que les démographes aiment beaucoup, c'est le Niger. Si nous considérons le Niger, actuellement, elle a une population qui est autour de 28 millions. Le Niger, c'est le pays qui a le taux d'accroissement de la population le plus élevé. Je pense que c'est le seul pays qui était au-dessus des 3%. Ben, elle est en train de chuter. Vous voyez, actuellement, le Niger est autour de... En 2026, c'est autour de 28 millions. Je vais essayer de nous ramener à 2050. Vous allez voir. En 2050, c'est-à-dire dans 24 ans, le Niger aura une population d'environ 52 millions. Si je m'amène à 2056, c'est pour dire dans 30 ans, vous voyez que nous passons de 28 millions à 58 millions. Donc c'est ce qu'il disait, la population du Niger, elle sera doublée d'ici 30 ans. Et c'est la même chose. Le Burkina, par exemple, chaque année accueille à peu près 800 000 nouvelles naissances. Le Niger accueille chaque année plus d'1 million de nouvelles naissances. Donc ça fait que notre population ne fait que se rajeunir. C'est le continent qui a la population le plus jeune. Et selon les projections démographiques, d'ici 2100, je dis bien d'ici 2100, la population mondiale va commencer par stagner, voire reculer. Le seul continent où la population va continuer d'évoluer, c'est le continent africain. Donc, les autres continents, comme nous avons une population qui est jeune, nous avons une population qui est assez dynamique. C'est pourquoi nous sommes l'objet de toutes les attractions. Nous avons un sous-sol qui est assez riche, une population qui est assez jeune. Malheureusement, cela n'arrive donc pas à profiter. Alors, je vais changer de diapositive et revenir sur... Je vais revenir sur notre présentation. Non, oui, la présentation, elle est ici. Donc, voilà un peu. Nous sommes pour la plupart dans la phase 2 et nous sommes en train de travailler à rejoindre la phase post-transition parce que dans cette phase-là, cela va diminuer la pression sur nos États. Imaginez, par exemple, si nous sommes dans un contexte où le volume, excusez-moi du terme, des moins de 5 ans ne font que croître, ça veut dire qu'il faudra davantage d'écoles, il faudra davantage de centres de santé, il faudra davantage du personnel enseignant, il faudra davantage du personnel médical pour pouvoir prendre en charge tout cela. Donc, une bonne partie du budget de nos États sont obligés de rentrer dans l'éducation, dans la santé. Nous n'arrivons pas à avoir assez de ressources pour mettre dans les questions d'industrialisation, dans les questions donc de développement. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir au travers de cette illustration? Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Vous voyez, nous avons une population qui est très jeune, nous avons une population qui est très dynamique. Nous voulons atteindre ce que les démographes appellent dividende démographique, ce qui est une croissance économique insufflée par le changement de structure de la population. Mais on ne peut pas parler de dividende démographique, on ne peut pas parler de développement sans que les 4 roues que vous voyez ici, que voici au milieu, ne puissent tourner. Ça veut dire quoi? Il faudra que nous puissions investir dans la santé, il faudra que nous puissions investir dans l'éducation, il faudra que nous puissions travailler à créer un environnement de bonne gouvernance,
il faudra que nous puissions également travailler à la création des richesses. Donc voici les 4 éléments qui sont prioritaires que nous devons vraiment considérer pour obtenir une croissance économique. Et c'est pourquoi la plupart des organisations font de la santé, font de l'éducation, font de l'économie et font également de la bonne gouvernance une priorité. Elles doivent être les priorités des priorités. Et ces éléments vont nous aider à avoir ce qu'on appelle un capital humain de qualité. Parce que pour pouvoir se développer, qu'est-ce que les économistes disent? Il nous faut un capital physique et également un capital humain donc de qualité. C'est ça. Donc la santé, le savoir, c'est-à-dire l'éducation et le niveau de vie convenable. Donc je vais aller plus vite. Hein. Nous entendons parler souvent de l'indice de développement humain. Cet indice, en réalité, prend en compte quoi? Si je viens sur cette illustration, cet indice prend en compte l'éducation, la santé et l'économie. D'accord? Prend en compte la santé, l'éducation et l'économie. En d'autres termes, si je dois vraiment me résumer, l'indice est un peu comme une moyenne de 3 éléments. La santé est appréciée ici par l'espérance de vie à la naissance. La connaissance est appréciée par les indicateurs, l'alphabétisation des adultes, ainsi que la scolarisation pour ce qui concerne les niveaux primaires, secondaires et supérieurs. Et l'économie, où il y a le niveau de vie décent, est apprécié par le PIB par tête. Donc vous voyez qu'ici, on prend un tiers de l'espérance de vie, un tiers de l'indice sur la connaissance et un tiers de l'indice qui concerne donc le PIB par tête pour obtenir l'indice de développement humain. Et l'indice de développement humain nous donne une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Donc, si, bon, ce formule, c'est parce que souvent certains ont demandé que j'ai mis ça dans cette présentation. Si par exemple, un pays a un indice de développement humain qui est égal à 1, en d'autres termes, 100%, on dira que ce pays-là a une espérance de vie qui atteint au moins les 85 ans. D'accord? Et puis, pour ce qui est du taux d'alphabétisation, c'est du 100%. Pour ce qui est du taux de scolarisation également, c'est 100%. Et le PIB par tête, ce pays se met au-delà des $40, si j'ai bonne mémoire, c'est $40. Par contre, si un pays a un indice de développement, a une espérance de vie à la naissance de 50, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 50 moins 25 sur 85 moins 25. Et on va donner à ce pays une note. Ensuite, si le pays a un taux d'alphabétisation qui est de 75%, on va intégrer cela dans la formule. On va faire de même pour le taux de scolarisation qu'on va intégrer. Et le PIB, on va diviser par tête et l'intégrer dans cette formule logarithmique. Et cela va nous donner quoi? Cela va nous donner une valeur. Donc, je prends l'exemple du Burkina par exemple. Le Burkina, dans les années 99, avait un indice de développement humain qui était autour de 0,32%. Le Burkina occupait un rang de 159e sur les 162 pays qui ont été notés. Et quand on suit l'évolution des choses, en 2019, le Burkina a eu son indice qui est passé de 0,32% à 0,45%. Donc on dira que plus ou moins que le Burkina a satisfait 45% des exigences en matière de développement humain. 45%, ça montre que le Burkina avait toujours du chemin à parcourir en termes de développement du capital humain. Vous comprenez pourquoi actuellement nos autorités font de la santé et de l'éducation une vraie priorité, et également les questions d'économie. Il y a eu beaucoup de réformes, il y a eu beaucoup de lois, de textes pour encadrer les secteurs qui peuvent nous permettre d'améliorer notre production intérieure brute. Alors, je prends le Burkina, mais il y a également les autres pays qui sont dans ce classement. Peut-être, je ne sais pas si c'est après la pause, nous allons tenter donc d'apprécier le classement. Donc, ce classement, j'aime cette illustration parce qu'elle nous fait une comparaison entre les années 90, 2000, 2010 et 2018. D'accord? Vous voyez que les pays qui occupent le rôle de ce classement,
c'est la Norvège, Suisse et l'Irlande. Il y a l'Allemagne qui s'en est suivi. Et quand vous prenez la Norvège, en 2018 déjà, 95% des exigences en matière de développement ont été satisfaites. C'est pour dire qu'en d'autres termes, l'éducation, la santé et le niveau de vie décent, ce sont des choses qui sont plus ou moins satisfaites dans ce pays. Ils ont des taux de scolarisation et d'alphabétisation qui avoisinent les 100%. C'est des pays dans lesquels l'espérance de vie est à près de 85 ou bien plus de 85%. Donc c'est les pays qui occupent le rôle de ce classement. Et j'aime le dire, vous allez voir que l'actualité parle très peu de ces pays-là. L'actualité parle très peu de ces pays. Vous voyez que les États-Unis et l'Ukraine, la France et l'Israël, ou quel pays encore, ils ne sont pas très bien classés dans ce classement parce qu'eux, ils font de l'armement, de la guerre une certaine priorité. Donc, vous allez voir que les États-Unis, ils occupent le 16e rang et ils ont un idéal qui est autour de 92. C'est pour dire que là-bas, il y a toujours des pauvres. Hein. Il y a toujours des gens qui attendent d'être scolarisés, bien alphabétisés, si je peux le dire ici. Mais quand vous regardez ce classement, vous verrez qu'il y a un pays quand même qu'il faut saluer, qui est la Corée du Sud. La Corée du Sud, pourquoi est-ce qu'elle est à saluer? Parce qu'au moment des indépendances des années 60, il y a beaucoup de pays africains qui se retrouvaient au même niveau que ce pays. Mais actuellement, la Corée du Sud a dépassé le cap de 90%. La Corée du Sud est mieux classée que la France. Il y a d'autres pays que nous pouvons citer, mais ce n'est pas trop l'objectif de cette formation. Je voudrais qu'on s'intéresse beaucoup plus au rang que les pays du continent occupent. Mais vous verrez que le top de ce classement est occupé par les pays de l'Afrique du Nord. Donc, c'est pourquoi on parle de l'Afrique du Nord et on parle de l'Afrique subsaharienne parce que c'est le même continent, mais nous vivons deux réalités assez différentes. Vous pourrez être surpris de voir certains pays très bien classés dans ce classement, comme le Gabon. Il faut retenir qu'on a considéré quoi? Le PIB, on a considéré la scolarisation, et on a considéré l'éducation, on a considéré également la santé. Mais il faut dire que le Gabon, bon, si on considère que ces trois indicateurs est quand même assez bien classés, mais il n'en demeure qu'il y a toujours des défis qui se posent. Parce que c'est des pays qui ont des PIB très élevés à cause donc des richesses et autres. Pareil pour le Congo, pareil pour quel autre pays, l'Algérie et autres. Maintenant, ce qui nous intéresse plus ici, c'est les pays, ce sont nos pays. Voilà le Cameroun qui est autour de 56%. Mais un des pays que moi, je félicite dans ce classement, vous allez voir pourquoi, c'est le Rwanda. Le Rwanda fait partie des rares pays qui ont doublé leur indice de développement humain en moins de 30 ans. Ils sont passés de 0,24 à combien? À 53%. Il y a un micro qui est ouvert. Il y a un micro qui est ouvert, c'est le micro de qui? D'accord. On s'excuse pour l'interférence. Donc, avant de prendre notre pause, je voulais attirer votre attention sur le Rwanda, qui fait partie des rares pays à doubler leur indice de développement humain en moins de 30 ans. Malgré tout ce que ce pays a traversé, il faut rappeler que avec leur génocide, ils ont perdu près d'1 million de bras valides. C'était en 1994, c'est-à-dire bien avant que ce classement soit fait. Mais le Rwanda constitue aujourd'hui une école pour plusieurs des pays. Le Nigeria, malgré qu'elle soit une puissance économique, est assez mal classé dans ce classement. La Côte d'Ivoire est en train de faire son bout de chemin, ainsi que les autres pays.
Mais vous verrez que le bas de ce classement, alors, est essentiellement occupé par des pays qui traversent une certaine difficulté. Soit ces pays sont actuellement en crise, ou bien sont en train de sortir d'une crise. C'est pourquoi, je l'ai dit à l'entame de cette formation, on ne peut pas parler de développement sans bonne gouvernance ou sans la sécurité. Ce sont des fondamentaux. Donc, actuellement, le Niger, en 2018, c'était le Niger qui occupe le bas de ce classement, mais je pense que le Niger a cédé sa place. Ça doit être Soudan du Sud ou la Centrafrique, si j'ai bonne mémoire. Mais le classement est disponible. Le classement de 2023 ou 2024, qui est le plus récent, que nous allons mettre également à votre disposition. Mais vous voyez que la plupart de nos pays, nous sommes à moins de 50%. C'est pour dire qu'il y a d'énormément d'urgences, de besoins, de défis à combler dans les domaines qui sont... Est-ce que vous pouvez m'aider à les rappeler? Les domaines dans lesquels nos pays, nos États ont beaucoup de... Oui, est-ce que vous pouvez m'aider? Allô? Allô, les différents domaines? Oui, dans lesquels les pays ou bien nos pays ont encore du chemin à faire. Domaine de l'éducation, Dans le domaine de l'éducation, la santé, l'économie. la santé et l'économie. Donc, c'est ça, c'est sur ces éléments que nous devions travailler. C'est pour dire quoi? Les différentes interventions que nous allons proposer doivent faire de ces domaines une priorité. Nos organisations doivent faire de la santé, de l'éducation et de la création de richesses une priorité. Et c'est très important et c'est très capital. Alors, je souhaite que nous observions une petite pause. Et nous allons revenir. Et nous allons revenir sur, dire deux mots sur cette présentation. Ça peut aller? D'accord, donc nous avons fini avec notre pause qui nous a pris à peu près 20 minutes. On va tenter de reprendre. Et nous essayons quand même de survoler un certain nombre de notions et que nous trouvons que ça pourrait vraiment vous aider dans le cadre donc, de cette formation. Parce que si vous vous intéressez à la gestion de projet, forcément vous devez vous intéresser aux EDD. Et c'est aussi bon de savoir qu'est-ce qui a fait les succès ou bien l'échec des objectifs millénaires pour le développement. C'est bon que chacun de nous puisse avoir sous la main le référentiel de son pays de résidence. Parce que toutes les interventions qui sont proposées doivent rentrer ou bien doivent contribuer à la réalisation de ce référentiel-là. Que ce soit les associations locales, mais que ce soit les organisations qui sont dans les différents pays, ils sont là pour aider l'État. Donc c'est l'État qui trace le chemin et chacun vient pour apporter donc sa contribution. Et je disais à l'entame que les éléments que nous sommes en train de survoler sur cette diapositive peuvent nous aider à mieux comprendre le contexte dans lequel la plupart de nos pays, de nos États se trouvent. Et ça nous donne beaucoup d'éléments. Ici, nous parlons beaucoup de chiffres. Je profite de dire que si vous vous intéressez à la gestion de projet, vous vous intéressez au suivi d'évaluation, il faudra forcément que vous puissiez vous intéresser aux chiffres. Et les chiffres, ça se produit. Dans la plupart de nos États, il y a l'indice national de la statistique et de la démographie qui produit, il y a le RGPH, il y a l'enquête démographique de santé et beaucoup d'autres enquêtes qui sont produites soit par des services techniques ou d'autres démembrements. Nous devons nous intéresser à ces différentes productions statistiques. Et par exemple, pour l'exemple du Burkina, je sais que chaque ministère produit produit son annuaire statistique et très souvent
au milieu de l'année, cela est rendu disponible et c'est quand même bien que nous l'ayons. Moi, je ne peux pas être un acteur ou bien je ne peux pas avoir un intérêt pour les questions de santé sans pour autant avoir à m'apporter l'annuaire statistique de la santé pour voir un peu un ensemble d'indicateurs de façon désagrégée pour certaines régions ou certaines localités. Donc, notre continent a une population assez jeune, une population qui évolue à un rythme assez soutenu. Donc, vous comprenez que la plupart des besoins qui s'imposent à nous également ne font que croître à un certain rythme. Donc, si vous faites une planification en 2026, en 2030, c'est possible que cela soit dépassé parce que forcément, ceux pour qui vous l'avez élaboré ont évolué de façon considérable. Donc, quand vous allez vouloir faire une appréciation des besoins, ce sera forcément à la hausse. Ce sera forcément à la hausse. Donc, l'indicateur IDH, on va vous donner de quoi l'apprécier, surtout pour 2022 ou 2022-2023, qui est disponible. C'est le PNUD qui fait cette production et ça permet non seulement pas seulement classer les États, mais d'apprécier les pays dans lesquels il y a beaucoup de défis, de challenges à combler dans les domaines qui sont clés. Parce que pour que le pays se relève, il nous faut un capital humain de qualité. C'est très important et c'est très capital. Alors, voici une illustration du chemin qui nous reste vraiment à parcourir pour pouvoir atteindre les ODD. Pour la plupart, les choses n'évoluent pas telles qu'on les projetait et rares seront les pays qui pourront atteindre la cible qu'on s'est fixée pour les ODD. Il nous reste à peu près 4 ans, donc l'échéance c'est 2030. Alors, regardez la situation. Quand je prends le cas du WASH, donc l'eau, l'hygiène et l'assainissement, en 2015, quand nous parlons de services de base, c'est quoi? En 2015, on était autour de 36%. Quand nous parlons de services de base pour l'eau, c'est tous ceux-là qui, avec un aller-retour de moins de 30 minutes, là, peuvent avoir accès à de l'eau potable. Si moi je dois sortir de chez moi, après 5 minutes, je peux trouver un point d'eau, avoir de l'eau de qualité et revenir chez moi, on dira que pour moi le service de base est assuré. Par contre, si je dois aller dans le village voisin et parcourir plus de 30 minutes avant d'avoir de l'eau potable, on dira que ce service de base n'est pas assuré. Donc, vous voyez que même en 2015, nous sommes autour de combien? Nous sommes autour de 36% de ceux-là qui ont accès à l'eau potable. Non, ici c'est 65, autant pour moi. Ici c'est service géré en toute sécurité. Donc par contre là, 65% de l'Afrique subsaharienne avait accès de façon basique à l'eau. Quand nous parlons de l'accès géré en toute sécurité, c'est beaucoup plus ceux qui sont dans nos villes ou qui ont un robinet ou un point d'eau qui sont propres à eux. Cette proportion n'est que de 35%. Donc en 2020, quand on a fait une évaluation, on voit que le service de base est passé à combien? 69%. Donc ça a évolué seulement de 4 points. Et par contre, pour ce qui est des services gérés en toute sécurité, nous sommes passés de 36 à 39, donc ça a évolué de 3 points. Alors que la cible des ODD est de 100%. Donc pour atteindre ce 100%, il faudra que nos efforts actuels soient multipliés par 4, alors qu'avec le contexte, ce n'est pas possible pour le service de base. Maintenant, pour les services gérés en toute sécurité, il faudra que nos efforts actuels soient multipliés par 12. Quand vous prenez le domaine de l'assainissement, la défécation en plein air, c'est ça le jaune. Bon, là-bas, ça évolue bien. Ce n'est qu'environ 19% qui continuent de déféquer à l'air libre. Et les services de base là, donc même
les services de base sont autour de 40% et gérer en toute sécurité, c'est autour de 36%. Et vous voyez qu'il faut multiplier les efforts là par endroit par 2, par 14, par 20 pour pouvoir atteindre la cible des ODD. Alors que actuellement nous sommes dans un contexte, depuis 2025, on voit que l'enveloppe destinée à l'action humanitaire a diminué de façon très considérable. De façon très considérable. Donc, ça pose un problème. Et pour ce qui est de l'hygiène de base également, vous voyez que on a encore du chemin à faire. Ici, il faudra que nous multiplions même par 42 ce qui se passe actuellement. Alors, c'est pareil, hein. Quand vous... Bon, ça c'est l'eau de boisson, l'assainissement, l'hygiène. On a encore du chemin à parcourir. Cette illustration nous permet de pouvoir comparer la région de l'Afrique subsaharienne aux autres régions du monde. Et c'est assez flagrant. Regardez par exemple, pendant que nous passons de 27 à 30%, nous soyons autour de 30% pour les services gérés en toute sécurité. Quand nous considérons les autres continents, vous voyez 62 ici, 75 ici, 79 ici. Et quand vous prenez l'Europe et l'Amérique du Nord, ils sont à 96%. Donc, nos continents n'ont pas les mêmes besoins, nos continents ne vivent pas la même réalité. Et c'est pareil. Donc, que ce soit les services de base, les services limités, les services non améliorés et l'eau de surface, c'est ici même que le jaune là diminue. Les services limités non améliorés, c'est ici que ça. Bon, sur les autres continents, c'est relatif, mais ici, on voit que l'Océanie se rapproche un peu de nous. Donc, nous avons du chemin à parcourir. Vous venez ici également sur l'assainissement. Il y en a où le vert domine. Par contre, ici, chez nous, c'est le jaune qui domine. Quand c'est le jaune, nous avons du chemin à parcourir. D'accord? Donc, c'est des éléments que je vais tenter de survoler. Alors, il y a un autre phénomène, hein, quand nous parlons de l'éducation. Rien qu'en 2020, on disait qu'il y avait plus de 40 millions d'enfants qui n'allaient pas à l'école. Dans certains pays, dans certaines régions, la chose est plus ou moins accentuée. C'est pourquoi nos États sont en train d'en faire la priorité des priorités. C'est les indicateurs, c'est l'analyse situationnelle qui nous impose cela. Parce que pour pouvoir vraiment se rattraper les autres sur un certain nombre de points, il faudra forcément qu'on accentue ou qu'on intensifie les actions qui sont actuellement en cours. On dit, selon les données de l'UNESCO, en 2022, 244 millions de jeunes âgés de 6 à 18 ans ne vont pas à l'école. Et donc 98%, donc près de 40% se retrouvent en Afrique. Donc notre continent est la seule région au monde où le nombre d'enfants et d'adolescents non scolarisés ne fait qu'augmenter. Donc quand nous prenons la question de la sécurité alimentaire également, il y a un défi qui est là et nos pays, ça c'est en 2022, en 2022 la situation était plus aiguë, plus critique au Soudan, au Mali, au Burkina, au Tchad, la Guinée, le Cameroun et le Niger. On a vu que le Burkina par exemple en train de se relever. Cette année, on a vu que la production agricole a été très, très intéressante. Alors, nous tentons toujours de comparer l'Afrique subsaharienne. Ici, cette illustration, je l'ai tirée du document d'un éminent démographe. D'accord? Je l'ai tiré du document de Tabutin, qui a pris le soin de rassembler les rapports de recensement général de la population et de l'habitat, ainsi que les enquêtes démographiques et de santé de la plupart de nos pays. Et sur la période de 2000 à 2017, il a essayé de faire une sorte d'appréciation qu'il a résumée dans ce tableau.
que j'avais laissé pendant qu'on partait à la pause. Une chose que vous pouvez déjà constater, c'est quoi? La population de l'Afrique subsaharienne, dans les années 2000, était estimée à combien? D'environ 665 millions. Mais depuis 2017, nous avons dépassé le cap d'1 milliard. Et actuellement, nous sommes à combien? Actuellement, nous sommes en 2026. En 2026, nous sommes à plus de 1,5 milliard. Donc, ça veut dire que dans ce laps de temps, la population de l'Afrique subsaharienne bon, quand nous disons 1,5 milliard, c'est toute l'Afrique. Mais l'Afrique subsaharienne ici est à 1,5 milliard, 1,50 milliard, mais c'est possible si on va retirer les pays de l'Afrique du Nord, qu'on soit déjà dans les 1,2 milliard ou bien 1,3 milliard. Mais quand vous comparez aux autres régions du monde, entre 2000 et puis 2017, l'évolution n'est pas aussi frappante. Vous voyez que l'Afrique du Nord, eux, ils sont passés de combien? Ils sont passés de 315 millions à 441 millions. Quand vous prenez l'Amérique latine et les Caraïbes, eux, ils sont passés de 521 à 635. Mais là où c'est un peu particulier, vous voyez l'Asie qui avait une population de base de près de 1,4 milliard, ils sont passés à 1 milliard, un peu moins de 1,8 milliard. Donc vous observez qu'ici, il y a quoi? Il y a une différence d'à peu près 400 qui se rapproche de la différence que l'Afrique subsaharienne a eue. Bien que nous n'ayons pas les mêmes populations de base. D'accord? Nous faisons la moitié de l'Asie du Sud, mais en termes d'évolution du rythme de la population, nous avons à peu près 400 de plus, et aussi c'est pareil. Mais quand vous considérez même l'Asie de l'Est, qui font plus de 3 fois la population de l'Afrique subsaharienne, ils ont eu moins. La population a moins grandi par rapport à nous. Eux, ils ont eu à peu près 300, alors qu'ici, nous, on a eu plus de 300 millions d'habitants. Et quand vous prenez les pays de l'OCDE, où se retrouvent la plupart de nos partenaires techniques et financiers, bon, vous voyez que c'est à peu près 200 millions sur une période de 17 ans. Et dans certains pays, il y a une sorte de stagnation. Qu'est-ce qui explique cela? Quand vous abordez l'indice synthétique de fécondité, cela explique en partie, parce que quand vous prenez les pays de l'OCDE, ils sont à moins de 2 enfants par femme. En Asie également, moins de 2 enfants par femme. Et l'Asie du Sud, là-bas, c'est à peu près 2 enfants et demi. L'Amérique, autour de 2. L'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, autour de 2,8. Mais nous sommes autour de, un peu en dessous de 4. Et là, c'est une moyenne pour l'ensemble de la région. Il y a des pays qui sont à 5, des pays qui sont à 6. Je pense que le Niger a le taux le plus élevé. Le Niger est autour de 6. Mais si nous devons considérer les disparités régionales, vous allez voir que par exemple au Burkina, la région de l'Est, ils sont à près de 7. Quand vous prenez la région du Nord, ils sont également à près de 7. Au Niger, il y a des régions qui sont à près de 9 également. Donc, quand on considère la moyenne régionale, ça baisse, mais il reste quand même de très fortes disparités. L'excellence de vie à la naissance, ça veut dire quoi? C'est autour de 61. Quand on dit que l'excellence de vie est de 61 ans, ça veut dire quoi? Un enfant qui vient de naître dans l'environnement de l'Afrique subsaharienne a les chances de vie jusqu'à 61 ans. Par contre, ailleurs, ils sont au-delà des 70 ans. Mais actuellement, bon, il y a beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne qui sont en train d'approcher les 70 ans. Mais il faut noter tout de même qu'il y a certains pays, et surtout les pays qui vivent une crise, où les services sociaux de base sont limités, il y a les écoles qui sont fermées, les centres de santé qui sont fermés, il y a beaucoup plus de décès liés aux attaques terroristes là. Ils ont des excédences de vie à la naissance qui sont un peu en chute. Donc il faut aussi noter que la proportion ou bien le groupe d'âge qui contribue le plus à la non-amélioration, si je peux dire, de l'excellence de vie à la naissance, ce sont les moins de 5 ans.
parce que toujours en Afrique subsaharienne, dans beaucoup de localités, fêter son 5e anniversaire, c'est toujours du luxe. D'accord, c'est toujours du luxe. Et ailleurs, bon, quand vous regardez même à l'intérieur, le premier anniversaire, c'est encore plus difficile que le 5e anniversaire. Et s'il faut regarder à l'intérieur, atteindre le 28e jour, c'est très compliqué. Pour beaucoup. C'est très compliqué. Donc, forcément, dans le contexte, pour voir l'espérance de vie à la naissance s'améliorer, c'est vrai qu'il faut travailler sur la mortalité, mais beaucoup plus sur les décès néonatals et également les décès infantiles et infantilo-juvéniles. C'est là-bas qu'il faut agir. Donc, et quand vous prenez le taux d'accroissement naturel, nous sommes un peu en dessous de 3%. Voilà qu'il y en a qui sont à 0,3, d'autres 0,7, ainsi de suite. Quand vous prenez l'indice de développement humain de façon globale, on voit que, bon, nous sommes à la moyenne pour l'Afrique subsaharienne, mais les autres, pour la plupart, sont au-delà des 60-70%. Et le revenu par habitant, c'est pareil. Hein? Nous avons nos ressources, nous avons nos sous-sols qui sont assez riches, mais malheureusement, cela profite plus aux autres continents parce qu'ils viennent prendre cela de façon brute, ils les transforment et ça nous revient assez cher. Donc, vous voyez que quand on fait le revenu par habitant, nous sommes toujours en dessous de 5 000, alors que les autres sont à 13 000, sont à 15 000. Et l'Asie du Sud, bon, là-bas, il y a beaucoup de pays qui vivent presque la même réalité de l'Afrique subsaharienne. Nous avons des taux d'analphabétisme assez élevés. Qu'est-ce qu'il faut entendre par l'analphabétisme? C'est différent de la scolarisation, l'analphabétisme du moins. Cela renvoie à ceux-là qui ne peuvent pas lire et écrire dans une langue. Quand on parle d'analphabétisme, c'est beaucoup plus, ça s'applique aux adultes. Si c'est les moins de 15 ans, on parle de scolarisation. Et quand vous considérez le taux de très grande pauvreté, c'est-à-dire ceux-là qui vivent en dessous du seuil, la proportion reste très élevée sur notre continent. Donc ça veut dire que près de 41% n'ont pas le minimum pour subvenir à leurs besoins. Ils ont besoin de l'aide, ils ont besoin de l'assistance. Donc, c'est assez important. Alors, comme je l'ai dit, hein, je vais le survoler. Je l'ai dit quand j'étais sur l'illustration de la transition démographique. Regardez par exemple le rythme auquel le taux de natalité du Burkina a évolué entre 1960 et puis 2006. C'est timidement, c'est assez discret. Vous voyez, non? Donc on est passé de 50 à 47, mais actuellement le Burkina est autour de est dans la trentaine. Mais le taux de mortalité, vous voyez que ça a nettement chuté. Nous sommes passés de 32% à 32 pour 1000, autant pour moi, à 18 pour 1000 en 2006. Mais actuellement, nous sommes autour de 7 ou 8 pour 1000. Alors, c'est pareil. Hein? Bon, ça, c'est des éléments que vous pouvez retrouver dans les rapports de recensement général de la population et de l'habitat de nos pays. Alors, là aussi, c'est une illustration qui vient par rapport aux ODD. Je pense que j'ai essayé de l'aborder parce que l'ODD 6 est calqué sur le WASH, mais quand vous prenez le 6.1, c'est sur l'eau. Alors, ici aussi, les indicateurs que nous aurons à utiliser, vous allez apprendre à les définir. Parce que quand on dit l'accès, cela implique quoi? Quand on dit que quelqu'un a accès, par exemple, à l'eau potable, c'est un exemple parmi tant d'autres que j'ai considéré. Quand on dit qu'une communauté a accès à l'eau potable, ça veut dire que c'est disponible à proximité du domicile où il y a un point d'eau fiable à côté et la personne peut s'approvisionner en quantité suffisante pour couvrir les besoins disponibles. C'est important. Ça peut être disponible sans que vous ayez la possibilité de l'avoir à une certaine quantité. Et quand on dit universel là, ça veut dire quoi? À l'école c'est disponible, dans les centres de santé c'est disponible, dans les points publics c'est disponible, dans les maisons c'est disponible. Équitable, il y a les différents sous-groupes.
sont dans ce besoin. Et quand nous disons l'eau potable, on parle ici de l'eau de boisson, d'accord, l'eau de préparation des aliments. Et quand on dit à un coût abordable, ça veut dire que la personne n'aura pas beaucoup à débourser. Vous n'êtes pas savoir que dans certains contextes, même pour avoir un bidon, il faut au moins 100 francs. Donc on dira qu'il y a un problème d'accessibilité à ce niveau. Donc, quand on dit gérer en toute sécurité, voilà à quoi ça répond. Cette illustration, c'est pour vous permettre de mieux comprendre ce que j'ai mis ici. J'aurais même pu faire remonter cela. Donc, voilà un peu les réalités. Quand on dit l'eau de surface, c'est pas du tout potable. Donc, c'est les points d'eau améliorés. Les points d'eau améliorés sont davantage susceptibles d'être exemples de contamination microbienne que les points d'eau non améliorés. Donc, vous voyez que les plus sûrs, au moins sûrs. Alors, je parlais tout à l'heure de... Les gens sont revenus. Beaucoup ne sont pas revenus. J'allais vous ramener ici. Je vais vous ramener ici. Non, c'est plutôt... Je viens de chercher, j'ai changé la fenêtre. Ah là 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 là. Oh non. Alors, je vais rester ici. Je reste toujours là. Il y a un PDF que je vais aller ouvrir rapidement. S'il vous plaît, mon écran est toujours visible. Je vais plutôt télécharger. Est-ce que voici cette fenêtre s'ouvre? Si cette fenêtre s'ouvre. Oh là là, oh là là. Allô, mon écran est toujours visible? Est-ce que vous pouvez me rassurer? Est-ce que vous pouvez me rassurer? On dirait que j'ai fermé sans m'en rendre compte. Donc depuis le monsieur pas... Non, au fait, il ne voit pas. Donc, je suis en train de ramener mon PDF. Je sais que c'est ça. Ok. Wow. Vous arrivez à me suivre? Oui, on est là. Ok, d'accord. Oui, on est là. Ok, donc ce document... Oui, on est là. Ok. Ce document, je vais tenter de zoomer également. Ça nous permet d'apprécier le contexte. Alors, quand à mi-2024, vous voyez que la population africaine était autour de combien? La population africaine était autour de 1 milliard 500. Un taux de natalité de 32 pour 1000. Vous voyez que le taux de mortalité a beaucoup chuté, non? C'est 8 pour 1000 naissances, 8 pour 1000 habitants.
Et selon les projections d'ici 2050, 2050 à côté, la population de l'Afrique va passer à 1,4 milliard. D'accord? La population va passer à 1,4 milliard. Et comme je disais tout à l'heure, vous voyez que le taux de mortalité est à 8 pour 1000. Par contre, quand vous prenez la mortalité infantile, d'accord, la mortalité infantile, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas encore fêté leur premier anniversaire, c'est autour de 27 à l'échelle mondiale, mais 43 en Afrique. Donc, si nous voulons améliorer l'espérance de vie à la naissance, impérativement, il faudra que nous puissions venir travailler sur ça. Et l'indice synthétique de fécondité, nous sommes autour de 4. Et les moins de 15 ans, en Afrique représentent 39%, c'est-à-dire près de 4 sur 10, alors que pour l'ensemble, c'est 25%. Donc, la proportion des plus de 65 ans, en Afrique, nous sommes autour de... Non, au monde, nous sommes autour de 10%. Par contre, en Afrique, nous sommes autour de 4. Et l'espérance de vie à la naissance, nous sommes en Afrique autour de 66. Nous sommes autour de 66. Donc, il y a pour les hommes et puis pour les femmes. Ah, vous voyez que les femmes, là, elles ont une meilleure expérience que nous. Elles sont à 62, nous sommes elles sont à 66, nous sommes à 62. Et parlant de revenus, nous sommes autour de 6 000. Alors, donc, et ici, vous pouvez apprécier pour chaque pays, vous pouvez apprécier le même indicateur pour chaque pays. Donc, c'est là. Mais vous voyez, pour le taux de mortalité, bon, c'est l'Afrique occidentale qui est à 10. L'Afrique centrale est à 8. L'Afrique orientale, c'est encore plus bas. Eux, ils sont à 6. Donc, ils sont à 6. Ok, donc, il y a d'autres tableaux plus intéressants qui nous attendent en bas. Ok, donc, ça, c'est un classement de presque tous les pays, mais c'est le continent qui nous intéresse. Regardez en termes de superficie. Bon, ici, ça n'évolue pas. C'est la Russie qui est en tête, suivie de la Chine. La Russie de loin. D'accord? Mais maintenant, quand on considère les pays les plus peuplés en 2024, vous voyez que l'Inde est en tête, suivi de très près par la Chine. Mais selon les projections démographiques et selon les différents scénarios, et comme la Chine a un indice synthétique de fécondité, ou si vous voulez, en d'autres termes aussi, un taux de natalité qui est moins soutenu que l'Inde reprendra la tête d'ici 2050. Et qu'est-ce que nous constatons pour la Chine même? Sa population va reculer. La Chine va passer de 1,4 milliard à 1,2 milliard. Par contre, au niveau de l'Inde, ça va continuer de grimper. Et quand vous regardez les États-Unis, ça n'a pas tellement évolué, hein, mais il y aura quand même une discrète évolution. Alors, vous verrez ici que le Nigeria qui n'était pas dans le top. Oui, le Nigeria était 6e ici. Il était dans le top 10, mais le Nigeria va passer 5e. Donc de 232 millions à combien? À 359 millions. Donc dans ce classement, vous pouvez retrouver les différents pays. Alors quand vous prenez les naissances, nombre de naissances annuelles, vous voyez que l'Inde, c'est environ le triple de la Chine. Vous comprenez pourquoi plus haut il le dépasse. Et le Nigeria qui talonne la Chine. Vous comprenez pourquoi on a vu que le Nigeria reçoit plus de nouvelles naissances que toute l'Europe réunie. Regardez l'Europe. Bon, l'Union européenne ici qui est à un peu moins de 4 000, alors que le Nigeria à lui seul est à 7 000 et les autres pays vont suivre. Quand nous prenons les décès annuels, nous voyons quoi? Il y a plus de décès en Chine que l'Inde. C'est pourquoi la population de la Chine, qui est assez vieillissante là, est en train de reculer. Vous voyez, donc en Chine, on pourra dire quoi? Il y a plus. Les naissances, ils sont à combien? Il y a 8 millions de naissances et 11 millions de décès.
Ça veut dire qu'il y a plus de décès que de naissances. Et quand nous considérons les décès annuels, c'est normal que les pays qui ont de grosses populations puissent enregistrer le plus de décès. Mais ce qui est alarmant ici, le Nigeria même enregistre plus de décès que la Chine. Vous voyez, non, le Nigeria seul enregistre près de 500 000, plus de 500 000 décès par an. Bon, non, c'est un millier, oui, c'est un millier. Donc le Nigeria enregistre plus de 500 000 décès par an. Et quand nous considérons, nous évoluons toujours, ici, c'est en considérant le revenu national brut, bon, nous on est toujours mal classé en termes de densité, taux de natalité, vous voyez, non? Taux de natalité, la Corée a les taux les plus bas, on a les taux les plus bas, qui est 5 pour 1000. Ça veut dire quoi? Si nous sommes dans un village où il y a 1000 habitants, on ne peut pas espérer plus de 5 naissances sur une année. C'est ce que ça veut dire. Donc là-bas, si vous avez les baptêmes là, vous n'aurez pas, vous aurez à peine un baptême chaque 2 mois. Donc l'Union européenne, voilà, et quand vous prenez la Centrafrique par exemple, c'est 46, le Mali c'est 40, l'Angola 37, et le taux de mortalité, vous voyez que c'est, quand vous prenez les Émirats Arabes Unis, là-bas pour mourir c'est compliqué, hein. Ils sont à 1 pour 1000, mais nous aussi nous faisons quand même du progrès. Vous voyez que même le Niger est à 9 000, le Burkina est à 8 pour 1000, et la plupart des pays de notre région sont en dessous des 10 pour 1000. Donc la mortalité infantile, c'est là-bas que nous avons encore du chemin à faire. Donc sur 1000 naissances là, vous voyez que nous, le Nigeria est à 68. Le Nigeria est à 68. L'espérance de vie à la naissance, le Japon est en tête avec 85, la Corée du Sud 84, et les pays comme l'Italie, l'Espagne, ainsi de suite. Donc, au fait, c'est les indicateurs dont vous aurez besoin pour poser des diagnostics ou bien pour décrire des situations. Ça, c'est des chiffres qui sont donnés au niveau national, mais quand vous prenez les documents statistiques là, vous aurez la possibilité de pouvoir parler au niveau régional, vous pourrez descendre au niveau communal, ainsi de suite, si c'est bien désagrégé. Donc le taux de croissance, la Centrafrique, qui est en train de, le taux de croissance nationale, on dirait que la Centrafrique est en train de prendre le pas sur le Niger, et l'indice synthétique de fécondité, je vois que dans ce dernier classement, c'est le Tchad qui prend un peu la tête, et l'indice de jeunesse, c'est les moins de 15 ans. Vous voyez que la Centrafrique, dans ce classement, a près de la moitié de sa population qui n'a pas encore 15 ans. Donc le Niger est à 47, l'Angola, le Burkina, vous voyez que la Côte d'Ivoire est à 40. Donc la plupart de nos pays sont autour donc de 40%. Donc voilà, je vais vraiment m'arrêter là sur ce PDF. Je vais changer. Allô, on arrive à se suivre, hein? Oui, on est là. J'ai vu qu'après la pause là. Oui, c'est bon. Ok, après la pause, certains ne sont plus revenus. D'accord, donc je vais revenir sur ma présentation pour conclure mes propos. Donc l'objectif, c'est surtout nous permettre de voir où est-ce qu'il y a l'urgence, quels sont les domaines qui sont vraiment prioritaires, et également nous donner quelques statistiques qui vont nous aider à apprécier la chose donc de façon globale. J'ai dû survoler certaines diapositives ici à cause du temps qui était vraiment consacré, mais que ça soit, que pour surtout les ODD, nous allons vraiment vous encourager à vous documenter là-dessus. Il y en a jusqu'à 17.
Et normalement, si moi je suis dans le domaine de la santé, je dois connaître, je dois avoir une assez bonne maîtrise de l'ODD3 et de l'ensemble des sigles qui sont, des cibles qui sont à l'intérieur, parce qu'il y a des cibles qui vont s'intéresser à la santé maternelle, il y a des cibles qui vont s'intéresser à la mortalité maternelle, il y a des cibles qui vont s'intéresser à la mortalité infantile, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un peu de façon brève ce qu'on avait voulu vous exposer sur ce contexte-là. Et nous voyons que l'urgence est de travailler à améliorer le capital humain, parce que pour qu'une nation puisse cesser, se développer, c'est important. C'est important de travailler à maintenir la population en bonne santé, de permettre à nos populations d'être inscrites, d'avoir une bonne éducation et également d'avoir le revenu, le minimum, pour pouvoir donc s'en sortir. Et toute nation qui veut cesser à un certain rang ou à un certain niveau doit faire vraiment de ces éléments une priorité. Et comme je l'ai plusieurs fois répété, et pour chacun de nos pays, de nos États là, il y a des référentiels qui sont là. D'abord, le référentiel au niveau international, ce sont les objectifs de développement durable. Ils sont 17. Maintenant, au niveau africain, il y a l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est une documentation que nous sommes censés avoir. Et maintenant, au niveau de chaque pays, il y a un référentiel. Quand je prends le cas du Bénin, on parle du plan d'action du gouvernement, du PAG, et il y a un nouveau référentiel qui porte comme nom, je pense que c'est Bénin à l'AFIA, qui va jusqu'à 2060. Quand je prends le Burkina, il y a relance 2026-2030. Quand je prends le Sénégal, je pense que c'est le plan national de développement qui couvre la période de 2025 à 2030. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire également, il y a un référentiel et chacun de nos États là a une route qui est tracée et on s'attend à ce que chaque organisation puisse également élaborer un document référentiel qui puisse s'aligner sur le référentiel qui est national. Normalement, si on prend le référentiel ou bien le plan stratégique de l'ensemble des organisations et on fait la sommation, on est censé retrouver le référentiel national. Et nos actions doivent contribuer à l'atteinte donc de ces référentiels-là. Donc c'est vraiment important. Et quel que soit le type de projet, le type d'intervention, comme on l'a dit au début, sur lequel nous allons vraiment nous trouver, nous allons essayer d'adapter les outils, les concepts que nous allons aborder. Alors, je reviens encore. Est-ce qu'il y a une question? Qui a une question? Est-ce que nous avons saisi quelque chose de la séance de ce soir? Allô? Oui, je pense qu'on a quand même cerné. Hein. Okay. Vous nous avez dit au départ que les concepts liés aux ODD, aux objectifs, et pour nous qui sommes dans la gestion des projets suivi évaluation, et c'était quand même très important que nous ayons en mémoire quelques concepts clés. Oui, c'est ça. Et je trouve que c'est même le fondement, surtout lorsque nous allons évoluer, ou ceux qui vont évoluer dans les organismes, dans les ONG, c'est des concepts qui sont très importants, que chacun de nous doit savoir comment les utiliser. Merci. Ok, merci. Oui, autre réaction ou contribution? Allô, nous sommes ensemble, c'est assez calme là.
Oui, on est ensemble. Ok, d'accord. Donc, au moins quand on parle de développement, quand on parle de développement durable, quand on parle d'objectifs de développement, quand on parle de développement humain, vous voyez à peu près à quoi renvoient ces notions. Quand on parle de projet d'urgence, quand on parle de projet de développement, quand on parle de projet de relèvement, vous voyez un peu à quoi cela renvoie. Et surtout, pour notre contexte particulier, vous voyez un peu les domaines qui sont prioritaires, les domaines dans lesquels nous devions orienter d'abord nos actions. Et dans ce contexte où les ressources deviennent de plus en plus rares, peut-être vous allez le voir avec M. Kaboré par la suite, nous devions vraiment travailler à faire preuve d'efficacité et d'efficience. Parce que toutes les actions que nous initions, nous devions tout faire pour que ces actions-là puissent apporter un changement. C'est ça le résultat. Et surtout un changement qui dure dans le temps. Pas un changement qui dure un laps de temps ou bien un changement qui disparaît dès que le financement prend fin ou bien dès que l'organisation prend fin. Donc, vous savez que dans le cadre de cette formation, on va beaucoup plus insister là-dessus, sur l'efficience, sur l'efficacité, sur comment rendre nos interventions pérennes, comment rendre nos interventions durables, comment agir pour vraiment avoir de l'impact sur nos communautés. Parce qu'on voit que beaucoup de choses se font sur le terrain, beaucoup d'actions qui sont menées, mais on n'a pas le retour souhaité. On n'a pas le changement souhaité. On n'a pas la valeur, nous n'avons pas la valeur ajoutée souhaitée. Et nous devons vraiment travailler à ce que ces choses-là puissent s'améliorer. Et on va vous donner beaucoup plus d'éléments pour poser le diagnostic. Parce que quand on dit gestion de projet, les choses ne commencent pas par la planification. C'est un peu comme le médecin. Il faudra forcément que le médecin puisse comprendre le mal dont vous souffrez. Il faudra que le médecin puisse donner une étiquette. Parce que si le diagnostic est raté, si nous n'arrivons pas à rassembler assez des éléments, nous allons faire des planifications qui ne vont vraiment pas tenir. Et en fin d'intervention, ce sera beaucoup plus donc la désolation. Donc, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas d'autres préoccupations, on va s'arrêter là. Donc, une dernière fois, est-ce que quelqu'un a une préoccupation?